Vous êtes lauréat du Suprême Conseil de France pour le prix de la thèse sur la maçonnerie. Il s'agit de votre thèse de doctorat présentée à Lille en décembre 2016, intitulée « Le temple maçonnique, forme, type, signification ». La troisième partie est certainement la plus agréable et la plus facile à lire, puisque en fait elle fait une sorte de tour du monde des temples maçonniques, et en particulier pour les frères qui sont passés au-delà du troisième degré du rite écossais ancien et accepté. Il y a toute une partie qui s'intéresse à ce qu'on appelle en anglais les Scottish Rite Cathedrals, les cathédrales de rite écossais, qui est un type d'édifice qui n'existe pas en France, puisqu'on initie au 4e, au 31e degré plusieurs milliers de frères à la fois aux États-Unis. Donc c'est une typologie évidemment à la fois de rituel et d'architecture que nous ne connaissons pas du tout en Europe. Sur le temple, objet social, pourquoi la visibilité architecturale est-elle plus grande dans le monde latino-américain ? Alors, la raison principale, à mon avis, c'est que tout ce qu'on appelle les libertadores, c'est-à-dire les fondateurs des nations latino-américaines, sont tous, sans exception, francs-maçons. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de ligne parallèle entre la libération des États des anciennes colonies espagnoles, la libération du joug de l'Église catholique et l'apparition de la liberté de pensée. Et évidemment, ces deux éléments font que la franc-maçonnerie est pratiquement, dès la naissance de ces nations latino-américaines, dès lors les temples maçonniques sont présents dans la ville parce que la franc-maçonnerie est présente dans la société latino-américaine. Alors ça dépend un petit peu des pays, ça peut être très différent au Brésil et au Mexique, mais dans l'ensemble, en fait, la franc-maçonnerie fait partie de la culture politique latino-américaine. Alors quand on parle des usages du temple maçonnique, c'est assez souvent lié au rituel, et parfois ça ne l'est pas. Je pense à certaines expositions, par exemple. Et ces usages autres que ritueliques sont-ils fréquents ? Il est très fréquent en Allemagne que les temples maçonniques, notamment dans l'ancienne Allemagne de l'Est, où ils ont été transformés en centres culturels municipaux, que ces temples maçonniques soient ouverts au public pour d'autres activités, cours de danse, exposition des travaux de l'école du quartier. Et puis on a aussi le cas évidemment dans les pays anglo-saxons où il est de coutume de se marier dans un temple maçonnique, où le temple maçonnique, ce qui est le cas aux États-Unis, peut servir de salle de concert et de réception que vous louez exactement comme on peut louer une salle de réception en France. Alors, dans le temple objet symbolique, on parle beaucoup du temple de Salomon. Oui. Et ma question, c'est où avons-nous trouvé les sources pour ce temple de Salomon ? Julien. Alors effectivement, la source principale c'est la Bible, bien entendu, puisque c'est la source textuelle, mais il faut savoir qu'à partir des années 1530-1540, on voit la multiplication de la publication de Bibles illustrées, et ces Bibles illustrées, en fait, sont les premières tentatives de reconstitution archéologique du temple de Salomon, d'après le texte qu'on trouve dans le livre des Juges et dans le livre des Rois. Dès lors, effectivement, ces premières tentatives de restitution vont servir de modèle, à la fois de modèle iconographique pour l'appareillage symbolique, l'outillage symbolique des temples maçonniques, mais aussi comme modèle évidemment architectural, puisque ces tentatives de restitution vont donner la matrice de ce que l'on connaît d'un temple maçonnique, la division tripartite, les deux colonnes J et B, et évidemment l'orientation, même si, comme vous le savez, dans le temple de Jérusalem, l'orientation était à l'envers de celle de nos temples maçonniques. On parle surtout de construction, mais pas que. Et la question c'est dans quelle construction architecturale le maçon peut trouver autre chose qu'une symbolique de construction pour aller au-delà ? Ça, c'est une excellente question. Il se trouve justement que j'ai fait une communication il y a un peu plus d'un an à l'Université de Grenade, dans le cadre d'un colloque dont le thème était Jardin, spiritualité et poésie. Et donc, j'ai développé l'idée pour ce colloque qu'effectivement, l'autre lieu peut-être, non pas de construction, mais peut-être de culture de soi, c'est le jardin, évidemment. Et donc, c'est pour ça que j'avais répondu à cette demande de colloque en faisant une conférence sur le rôle du végétal dans la symbolique maçonnique, qui est quelque chose qui a été assez peu étudié. Et on s'aperçoit qu'à chaque degré, en tout cas sur de nombreux degrés du rite écossais, il y a un élément végétal qui intervient avec une portée symbolique forte. Dès lors, on pourrait penser que la loge serait une sorte de jardin dans lequel on pourrait aussi finalement se cultiver autant que l'on se construit. Alors, dans le temple modèle,
vous parlez d'un concept qui vous est propre, je crois, c'est le concept de concrétion. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors, le concept de concrétion, c'est effectivement quelque chose que je commence à esquisser comme un outil d'analyse de la théorie de l'architecture. C'est un néologisme que je propose dans le cadre de cette thèse, mais après tout, le rôle d'une thèse, c'est aussi d'avoir une dimension de recherche. L'idée de la concrétion est très simple. C'est exactement quand on voit comment un mollusque conforme sa coquille autour de son corps, on pourrait penser que l'architecture, finalement, serait une sorte comme ça de fabrication en dur, en fin de compte, autour des usages et des pratiques humaines. Alors quand on pense à la question du logement, c'est une sorte d'évidence, puisque le logement se conforme très exactement aux pratiques sociales, à ce que Pierre Bourdieu, sociologue, appelait l'habitus. Et pour ce qui est évidemment des rituels, c'est encore plus facile, puisqu'on voit bien que dans une activité strictement ritualisée, la forme en fait est totalement dépendante du déroulement du rituel. Dès lors, effectivement, on pourrait penser que toute architecture, c'est l'hypothèse en tout cas que je porte dans cette thèse, que toute architecture, effectivement, est le résultat d'une concrétion des usages, c'est-à-dire que ce sont les usages qui, en quelque sorte, modèlent l'architecture comme une matière au départ inerte et qui devient matière vivante, du coup, qu'elle se modèle autour de ces usages. Alors, votre thèse est pratiquement une somme de bénédictins. En particulier, et en dehors de la thèse écrite, il y a une iconographie extraordinaire, en quadri. Il y a des cartes qui récapitulent tous les comportements des temples dans le monde. Et ma question est la suivante. On a parlé du bazar des styles. Est-ce qu'il y a éclectisme ou enrichissement par rapport à ce bazar? Et, in fine, est-ce qu'il y a des styles dominants dans le temple maçonnique? Alors, effectivement, c'est Siegfried Giedion qui parlait du bazar des styles. C'était un théoricien de l'architecture moderne, et on sait bien que la modernité est une rupture dans l'abstraction, en architecture comme en peinture, comme en musique, par rapport évidemment aux époques précédentes. Et donc l'architecture moderne se caractérise par son absence de style, précisément. Et évidemment, l'architecture maçonnique, qui est surtout produite à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, est l'expression de son époque, et donc elle est éclectique, profondément éclectique. C'est que puisque la franc-maçonnerie prêche l'universalité, il est évident que l'architecture maçonnique va représenter cette forme d'universalité en empruntant finalement à tous les styles, à la fois de l'histoire et de la géographie. Donc on pourrait dire qu'elle est éclectique, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où elle vise à une forme d'universalité. Mais pour autant, on s'aperçoit qu'il y a quand même peut-être trois grands courants stylistiques dans l'architecture maçonnique. J'en mets deux plus un, on va dire ça comme ça. Les deux premiers, c'est évidemment le néoclassicisme, parce que l'architecture classique représente finalement la continuité et la tradition depuis l'Antiquité. Donc elle est là évidemment comme une espèce de côté rassurant d'une architecture institutionnalisée. La deuxième, c'est l'Égypte, et évidemment ce rêve égyptien que je décris dans la thèse, qui est lié à la retrouvaille des anciens mystères, telle qu'on la voit d'ailleurs dans les écrits maçonniques dès les années 1730-1740, donc très très tôt en réalité, et bien avant les campagnes d'Égypte de Bonaparte. Et puis il y a un troisième style qui apparaît évidemment avec la pratique des hauts grades chevaleresques, c'est le néogothique, parce qu'il renvoie évidemment cette fois-ci à une tradition qui est la tradition chevaleresque, celle des bâtisseurs de cathédrales, mais aussi celle qui pratiquent la maçonnerie avec la truelle dans une main et l'épée dans l'autre. Eh bien, merci beaucoup.